Le débat qui reprend avec Benjamin Camboulive, bienvenue. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alternative Police CFDT. L'homme condamné pour avoir logé le tueur du policier Éric Masson dans sa cave en 2021, eh bien, il est considéré comme en état d'évasion par les autorités, par le parquet d'Avignon qui a communiqué sur cette évasion, puisqu'il n'a pas regagné, à proprement parler, l'établissement pénitentiaire en temps voulu. Benjamin Camboulive, clairement là, il y a un raté. On n'a pas obtenu les garanties nécessaires pour s'assurer de son retour. Comment on le fait d'ailleurs? Comment on gère ces gens qui ont des permissions pour une journée, 2 journées? Il y a des filatures, il y a des gens qui se portent garant de leur retour. Comment ça marche? C'est le juge d'application des peines qui doit décider de ce qui est possible à faire ou non, et il se base en fait déjà sur le rapport de la pénitentiaire, c'est-à-dire sur le comportement de l'individu pendant le temps où il est incarcéré. Et il se base aussi sur le cas d'espèce, c'est-à-dire que là, si on prend ce qui s'est passé là, c'est pas cohérent, une évasion. Et là, il avait moins de 1 an à faire, les 10 mois à purger encore. Pour une évasion, il risque 3 ans et 45 000 € d'amende. Donc, en se basant sur ce rapport qui ne laissait pas présager une évasion et en prenant en compte le fait que c'est pas cohérent, voilà pourquoi est-ce qu'il en arrive à cette décision. Pourquoi aussi? Parce que pour mettre en place des conditions de sécurité dans le cadre de ces sorties, il faut une escorte. Une escorte qui est assumée par la pénitentiaire, qui est un sous-effectif. Et dans les cas où il y a une particulière dangerosité, on fait appel à la police nationale, qui est en sous-effectif. Donc entre le manque criant d'hommes pour encadrer l'escorte et les raisons que je vous ai données pour expliquer qu'il ne le fasse pas, voilà pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation. Oui, mais l'escorte, elle ne le suit pas H24 pendant cette journée entière de permission. Mais là, il n'y en avait pas du tout. Pardon? Là, il n'y en avait pas du tout, mais si tant est qu'il y ait une escorte, parce qu'on a cru comprendre que ça arrivait quand même assez fréquemment, oui. Est-ce qu'elle lâche à un moment le prisonnier, ou est-ce qu'elle garde une surveillance discrète, mais quand même bien présente? Vous êtes de cas de figure, soit on estime que la personne n'offre pas de garantie de représentativité, c'est-à-dire qu'elle ne va potentiellement pas revenir à la prison, mais qu'on a estimé que sa sortie était légitime, comme là ça peut être le cas pour un enterrement, et non pas pour aller passer le permis de conduire, comme ça s'est vu il n'y a pas si longtemps. Donc si jamais on considère qu'il faut mettre en place cette escorte, on le fait, et on ne le fera pas du tout si la personne est, par exemple, en fin de peine, et qu'on met ça en place pour ne pas faire une sortie sèche, et qu'on va petit à petit la faire reprendre le contact avec la vie extérieure normale. Je voulais qu'on parle de Nîmes, où Bruno Retailleau est arrivé cet après-midi. Il est en train de s'entretenir avec le préfet et les agents de la préfecture. Nîmes, dont on sait qu'elle s'illustre tristement en matière de trafic de drogue, avec cette vidéo, vous l'avez vu, au Mas de Mingue d'un influenceur allemand cette semaine, qui a été très décriée, parce que c'est venu renforcer aussi l'esprit que c'est une plaque tournante du trafic. C'est un peu l'arrière-cour des opérations mafieuses et de drogue dans la cité phocéenne. Hein. Alors on va revenir au déplacement de Nîmes, parce qu'il va aussi aller dans le quartier Pissevin. On rappelle quand même, c'est important, puisqu'on a vu les images impressionnantes de Rieux-la-Pape hier et avant-hier. Il y a un commissariat qui avait été incendié aussi l'été dernier à Nîmes. Il ne faut pas l'oublier. De plus en plus, vous êtes la cible directe de ces attaques et de ces provocations en bonne et due forme. Oui, on est la cible directe parce qu'on est l'ennemi, l'empêcheur de tourner en rond, l'empêcheur de laisser le trafic se développer. Là, cette vidéo, elle est insupportable, évidemment, pour qui jette un œil, parce qu'on est dans du spectacle total, un étalage de moyens et une publicité à la fois pour le client, une publicité pour le jeune qui pourrait être tenté de rentrer dans ce trafic-là, une image de confiance aussi qui est renvoyée, c'est-à-dire qu'ils ont peur de rien, ils sont chez eux, il y a une table de pique-nique avec du coca, des bonbons et des stupéfiants. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous confirme, il y a une enquête préliminaire du chef de provocation à l'usage de stupéfiants, rodéo urbain, détention d'armes qui est ouverte, et ce sont les services de police du Gard et de l'Hérault qui sont en charge de l'enquête. Voilà, petite précision. Oui, mais très clairement, c'est incitatif à la consommation et au trafic de stupéfiants. Il n'y a pas vraiment de doute sur ce point-là. Maintenant, ce qui est de la réponse à apporter, là vous faisiez allusion à la pérennisation d'une force mobile sur ce secteur, je vais quand même insister sur un point, c'est que quand on met en place des gros dispositifs physiques de voie publique, certes ça vient couper le trafic à l'instant T, mais ça n'apporte aucune solution de fond. La solution de fond, c'est le travail d'enquête de police judiciaire qui lui nécessite paradoxalement qu'il n'y ait pas de force mobile en place. Parce que s'il y a des forces mobiles sur site, le trafic n'a plus cours et vous ne pouvez pas enquêter, prendre les informations et remonter jusqu'aux têtes de réseau. Hier, je vous le disais, dans une église, aujourd'hui, une école primaire, c'est très inquiétant évidemment ce qui s'est passé à Tarbes. Un homme s'est introduit dans l'établissement
en s'écriant à plusieurs reprises. Il y avait de nombreux témoins d'ailleurs, hein, Allahu Akbar. Il a proféré en outre des menaces de mort contre du personnel enseignant. Imaginez le traumatisme quand on entend déjà tant d'histoires, y compris au sein de l'école. Comment a-t-il pu entrer? C'est déjà la première question. Et puis quand même, sans trop s'avancer, mais ça relance à chaque fois l'éternelle question de la sécurisation des écoles et peut-être même de la mise en place systématique de portiques de sécurité. Au fil du temps, il va forcément y avoir une demande de la part des parents, à force d'entendre des exemples comme ça, Benjamin Camboulive. Bien sûr, c'est anxiogène pour l'école. Vous avez raison, il faut les sécuriser. Nous, on réclame des portiques et des vigiles, tout simplement comme ça se fait aux États-Unis depuis 30 ans. Quand il y a une réalité de la violence, on adapte les moyens. Là, en l'espèce, la problématique... Certes, l'islamisme est un danger exponentiel. Certes, l'école a besoin d'être sécurisée, mais là, c'est surtout des problèmes psychiatriques. La gestion de la psychiatrie en France, qui n'est pas du tout au niveau. Ce qui ne va pas, ce sont des conditions légales d'internement préventif. C'est-à-dire qu'on a des tas de personnes qui sont des bombes à retardement dans les rues, qui sont censées être sous traitement et qui ne les prennent pas. Sauf qu'on n'a aucun moyen de savoir s'ils le prennent ou non, ce traitement. Et on n'a pas la possibilité d'agir avant que le drame ne se produise, parce que l'internement se fait d'office. C'est un internement coercitif, mais uniquement après infraction, donc potentiellement après un drame. Notre faiblesse principale, elle est sur ce point. Un mot peut-être sur ça. Non, mais sur l'immigration. L'interpénétration. Le non-contrôle de l'immigration. Sans aucune, parce que ça complique votre tâche, vous aussi, lorsqu'il y a des orientation idéologique. On a 8% d'étrangers, il y a presque un quart des détenus qui sont des étrangers. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un impact sécuritaire sur les Français. Les problèmes, on peut en parler pendant des heures ou se résumer ça aux entrées et aux sorties. Les entrées, c'est le contrôle des frontières. Et on n'y est pas. On a eu une tentative de développement de la force frontière, mais qui n'était jamais qu'une réorganisation en fait, du fonctionnement de la police, alors que ce qui manque, ce sont les effectifs, là aussi, c'est-à-dire que la police aux frontières ne pourrait pas travailler sans le renfort des forces mobiles pour assumer ses missions, donc au niveau des entrées, on n'y est pas, et pour les sorties, ce sont notamment les expulsions, notamment les OQTF, qu'on n'arrive toujours pas à gérer, et là, c'est uniquement le travail de diplomatie internationale coercitive, qui n'est pas mené, qui a été tenté. On l'a vu avec l'Algérie, mais on a vu pour quel résultat et avec quelles difficultés. Le chemin, il est là vers la diplomatie internationale coercitive. Un dernier mot sur cette enquête choc. Alors là, je suis sûr que vous aurez quelque chose à nous dire aussi, Benjamin Camboulive. Cette enquête qui est signée Europol, dans laquelle on découvre que le recrutement de tueurs à gages débute, tenez-vous bien, dès l'âge de 12 ans. 12 ans, bon, c'est le plancher, mais 12-13 ans, c'est très très fréquent, un peu partout en Europe. Incroyable quand même, cette histoire est édifiante. Vous pensez qu'on est plus proche que prévu de ce genre de recrutement chez nous ? Mais malheureusement, c'est une réalité. Ça commence à 14 ans à Marseille, mais bon... Mais ces profils-là vont continuer à apparaître de plus en plus dans la mesure où le narcotrafic se développe de plus en plus. Parce que tout est toujours lié, malheureusement, au narcotrafic. Le narcotrafic, il ne faut pas le voir comme une infraction à part entière. Elle génère énormément d'infractions connexes, la prostitution, les vols, y compris les assassinats. Et pour ce qui est des gamins tueurs recrutés donc par les bandes de cité, c'est deux profils, basiquement. Il y a soit le jeune de cité, qui lui est perdu, déscolarisé, pris par le trafic, ou alors les mineurs isolés, qui représentent la majorité de ces profils-là, parce que ces jeunes, ils arrivent, ils ont une culture de violence de chez eux, puisqu'ils ont toujours eu un parcours de rue et de violence qu'ils amènent ici. Ils sont récupérés par des réseaux qui sont, eux, bercés également par cette violence et qui ont besoin d'eux pour faire le sale boulot, pour ne pas le faire eux-mêmes, et besoin d'eux aussi pour mettre un écran de fumée entre le commanditaire et puis l'exécutant. Donc cette réalité-là, elle se pose à nous sur le stup, sur la problématique de l'immigration incontrôlée, sur les mineurs isolés et le fait qu'ils ne puissent pas délivrer d'OQTF à un mineur, par exemple. Benjamin Camboulive, que peut-il raisonnablement annoncer qui satisfasse vos besoins, vos envies aujourd'hui, sachant que la cause est pratiquement perdue dans ces deux quartiers qui sont maintenant hors du champ de la République, disons-le ainsi? C'est que la problématique, c'est que des quartiers hors du champ de la République, il n'y en a pas que là. Le narcotrafic, il est absolument partout maintenant. La police nationale, elle fait face à une explosion des infractions liées au stup, mais pas que, avec un effectif qui est constant. Donc la solution de voie publique en l'état assumée par la police nationale uniquement n'est pas viable, n'est pas possible. Là, on peut faire de la communication et de la politique en disant qu'on va mettre à tel endroit une force pérennisée X temps, mais ça n'amènera pas à cette solution de fond. La solution de fond, au niveau de la police, c'est même l'inverse de la pérennisation de forces de voie publique, c'est réellement des officiers de police judiciaire pour mener des enquêtes, pour démanteler des réseaux. Et ça, c'est uniquement l'axe
policier. Il y a tout l'axe régalien où la justice doit amener des sanctions plus fortes pour être dissuasive, et tout n'a de sens que s'il y a une éducation qui est prise en compte, dans le sens où ces gens qui se livrent au narcotrafic, bien souvent sont des mineurs, et les parents doivent être responsabilisés. Responsabilisés, ça veut dire que vous arrêtez de percevoir des allocations sociales quand vous ne respectez pas le contrat social de base qui est celui d'éduquer vos enfants, de veiller au fait qu'ils se comportent à peu près normalement. Et en plus de l'éducation, rajouter la santé publique, parce que sans consommateur, pas de trafic. Donc on a fait des campagnes de culpabilisation du consommateur en disant si tu achètes ta barrette de shit, tu achètes une partie de la Kalachnikov et c'est très bien de le faire, mais aussi des campagnes de sensibilisation à destination des consommateurs actuels comme des consommateurs futurs pour montrer réellement les ravages de la drogue et freiner la consommation. Sur le retour d'expérience suisse et d'autres, on pourrait citer les Américains aussi, est-ce que ça vous paraît probant? Est-ce qu'on devrait l'appliquer et le calquer en France? Deux choses à dire. Déjà, la question de la légalisation, c'est pas une question politique, c'est même pas une question policière, c'est une question médicale. C'est le code de la santé publique qui prévoit que c'est interdit à la consommation, et il y a une raison. La deuxième chose, pour ce qui est de l'impact du trafic, de la légalisation sur le trafic de stupéfiants, qu'est-ce que c'est un trafiquant de stupéfiants? C'est quelqu'un qui veut profiter d'une manne financière dans un circuit parallèle. Si d'un seul coup, c'est plus un circuit parallèle, il va quand même aller dans le circuit parallèle avec une drogue plus forte. Donc vous aurez, au lieu d'avoir 1 million de consommateurs de cocaïne et 5 millions de cannabis, vous aurez beaucoup plus de consommateurs de cocaïne. Oui. Et si jamais ce n'était pas ça, ils vont chercher à avoir plus de sous autrement, et donc ce sont des enlèvements et séquestrations qui vont exploser. Donc vous n'aurez strictement rien gagné, si ce n'est une armée de zombies sur les routes qui auront fumé du cannabis. C'est-à-dire que l'idée de ce trafic parallèle, c'est tellement instillé qu'ils ne vont pas laisser comme ça leur marché, leur échapper. Ils vont pas aller à France Travail. On parlait des patrons de ces entreprises spécialisées dans la crypto-monnaie qui ont été reçus à Beauvau aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, à l'aune de 3 enlèvements ou tentatives d'enlèvement ces dernières semaines, il y a urgence à prendre en charge leur sécurité, mais pas seulement. Parce que quand Bruno Retailleau les a reçus, il leur a aussi demandé d'être peut-être un peu plus précautionneux. Que ça suppose quand même, Benjamin Camboulive, un niveau d'expertise assez élevé pour la traçabilité notamment des transactions. Alors ils ne sont pas très malins parce que visiblement on arrive assez rapidement à retrouver leurs traces. Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'attaque à ces entrepreneurs donc de la crypto-monnaie. C'est la prétendue facilité pour échapper au système, mais le fait est qu'ils sont interpellés in fine malgré tout. Là, ce qui est particulier dans cette réunion-là, c'est qu'on en vient à mettre un focus uniquement sur la crypto-monnaie, mais le phénomène des enlèvements et séquestrations, effectivement, il augmente, mais il est vieux, quoi. Avant, c'était des joueurs de foot ou des stars. Donc, vous avez une richesse, qu'elle soit vraie ou supposée, vous êtes une cible potentielle pour des enlèvements et séquestrations. Et là aussi, potentiellement, on peut relier ça avec le stupéfiant, parce qu'il y a 2 manières de voir les choses. Soit c'est pour rentrer dans le narcotrafic, vous voulez créer votre trafic de drogue, donc il faut que vous achetiez de la drogue, il faut que vous achetiez des armes pour le protéger, il faut que vous ayez du personnel à recruter. Donc ça il faut une mise initiale, un apport initial. Ou alors c'est pour sortir du trafic de drogue, parce que vous avez aussi des gens qui se rendent compte que c'est peut-être un petit peu dangereux le trafic de drogue, il y a quand même beaucoup de règlements de compte. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas avec les enlèvements et séquestrations un meilleur rapport bénéfice-risque? Donc vous avez aussi cette fenêtre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le modus operandi de ce qu'on a vu à Paris cette semaine? On a eu l'impression d'un peu d'amateurisme. Bon, évidemment, il y a la solidarité qui a joué à plein, et c'est heureux parce que malheureusement on peut déplorer que ça n'arrive pas assez souvent, mais néanmoins on avait l'impression que c'était un peu les pieds nickelés, le gang qui a essayé de les enlever. Parce que c'est un petit peu les 2 extrêmes, vous avez 2 types d'équipes, c'est soit les grosses équipes professionnelles avec toute une logistique pour partir à l'étranger après les faits, ou alors c'est l'inverse, ça va être encore une fois des jobbers, donc des gamins recrutés pour venir travailler sur une affaire, sur un contrat, ils se connaissent même pas avant les faits, et là oui ce sont des enfants, des mineurs jeunes, et qui n'ont strictement aucune expérience, qui font n'importe quoi, ce qui fait d'une part qu'on voit des scènes qui transpirent l'amateurisme, mais d'autre part qu'il y a aussi une très grande dangerosité parce qu'ils pètent un câble à la moindre moment où, dès qu'ils perdent le contrôle de la situation, ils sont extrêmement dangereux, ils n'ont aucun frein moral à la violence. Ils se servent de nos faiblesses, notamment de celle de la justice des mineurs. C'est-à-dire que puisqu'il y a une faille sur la réponse, alors on emploie des mineurs parce qu'on sait qu'ils ne seront pas punis ou peu, et que plus ils sont jeunes, moins ils ont de chances d'être reconnus aussi des services, donc ça ne s'accumule pas. Nous, justement, sur ce que vous disiez, que le fait que les gens prennent de plus en plus de licences de tir sportif, c'est parce qu'il y a ce risque de rupture du pacte social, quoi. L'État protège et juge. Quand il y a un risque de défaillance de l'État, alors la population veut intervenir elle-même. Ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils vont créer des situations. C'est grave quand même s'il y a une tendance nette. C'est un risque d'aveu d'échec et d'impuissance de l'État qui est lamentable.